Bonsoir, chers panélistes. Bonsoir, chers membres et sympathisants de l'association Synergie pour l'éducation au numérique et aux médias, SENOM. Chers collègues, parents d'élèves et élèves. Comme promis, nous continuons la série de synthèses. Aujourd'hui, nous accueillons deux éminents professeurs et formateurs en SVT qui vont nous faire l'honneur de la synthèse. Ils font partie des professeurs chevronnés de SENOM. Je profite de cette occasion pour remercier Amina Diagne, qui est notre partenaire et qui est la directrice de Minampro, qui a mis à notre disposition le lien Zoom que nous utilisons dans la série des webinaires. Je remercie également Madame Maïmouna Diakhaté, fondatrice et présidente de SENOM. Je remercie également M. Kaledoussi, qui est notre technicien et qui est absent aujourd'hui. Et aussi mes remerciements aux professeurs qui ont permis ces séries de synthèse et tous les membres de SENOM. Sans plus tarder, je laisse la place à notre coordinateur en SVT pour la série de ces synthèses, M. Cheikh Samb. Cheikh, vous avez la parole. Merci beaucoup, Aïssatou. Donc, merci de m'avoir donné la parole. D'abord, bonsoir à tous et à toutes, chers élèves, chers collègues. Nous avons le plaisir de vous accueillir ici pour une séance de synthèse portant sur un point d'une importance cruciale, notamment en terminale S, ce qu'on appelle donc la situation complexe, communément appelée exercice d'intégration. Et donc, comme son nom l'indique, il s'agit de relier un ensemble de documents soumis à l'appréciation de l'élève en vue de réaliser une intégration de ces différents éléments pour enfin aboutir à une synthèse. Et la synthèse servira plus ou moins de réponse à la consigne. Je pense que mon collègue là, il reviendra de fond en comble. Nous allons donc revisiter la méthodologie de résolution donc, de la situation complexe qui sera suivie d'un exercice d'application corrigé. Et pour cela, nous accueillons un éminent prof de SVT, formateur de surcroît au CRP donc, de Kolda. Je veux nommer M. Hamadi Sabali. Donc, je vais laisser la parole à M. Sabali qui va donc revenir notamment sur le plan, mais également sur comment il compte faire donc, comment il compte nous présenter cette méthodologie de résolution donc, de la situation complexe. M. Sabali, vous avez la parole. Merci, formateur Samb, de m'avoir donné la parole. Bonsoir, chers panélistes. Bonsoir, chers spectateurs, internautes. Donc, je tiens à remercier chaleureusement les organisateurs qui ont eu cette initiative, et plus particulièrement mon collègue formateur Samb, pour la confiance et la lourde responsabilité qu'il m'a donnée en me permettant de m'adresser à la communauté scientifique, et plus spécifiquement aux candidats au baccalauréat de cette année et sûrement des années à venir, car les supports numériques, vous le savez bien que moi, mieux que moi, traversent des générations et des générations. Et SENOM l'a très bien compris. Donc, synergie pour l'éducation au numérique et aux médias. Donc là, aujourd'hui, nous allons aborder un thème crucial, comme formateur Samb l'a dit, donc qui est lié à la méthodologie, la résolution de situations complexes, autrement dit, des exercices d'intégration. Donc, ce thème revêt une grande pertinence sous plusieurs angles. D'abord, la plupart des élèves en classe de terminale rencontrent d'énormes difficultés dans la résolution de ce type d'exercice. Autre raison, c'est que le contexte de notre pays, nous sommes dans une dynamique d'harmonisation du baccalauréat au sein de l'espace UEMOA. Et cette dynamique a démarré depuis 2012. Donc, l'État, en même temps que tous les États membres de l'UEMOA, sont en train d'harmoniser les pratiques d'évaluation. Et vous allez constater que dans l'épreuve de SVT, à partir de 2017, les exercices des compétences méthodologiques ont commencé à changer.
on commence plus à voir ces types d'exercices qui n'étaient pas habituels. Donc, c'est pourquoi je dis que ce thème est d'une très grande importance et qu'il est pertinent. Donc, le plan que je vous propose se structure en 5 parties. Donc, la première partie, d'abord, je vais vous donner une définition de c'est quoi une situation complexe. Ensuite, la deuxième partie, je vais faire une présentation détaillée des différentes parties, les structurants de la situation complexe, qui va être illustrée par un exemple. La troisième partie, nous allons expliquer la méthodologie de résolution de ce type d'exercice. La quatrième partie, je vais vous donner une liste d'erreurs récurrentes que les élèves commettent et qu'il faudra éviter dans la résolution de ce type d'exercice. Et enfin, la cinquième partie, nous allons, comme formateur Samb l'a dit, voir ensemble commenter un exercice d'intégration avec son corrigé. Donc, voici le plan que je vous soumets et espérant que nous pourrons le finir dans l'heure qui nous est impartie. Donc, formateur Samb, si je peux continuer ou bien vous avez des choses à augmenter. Merci. Allô? Formateur, vous pouvez y aller, c'est bon. Je suis en train de faire la présentation. Maintenant, nous en sommes donc à la première partie, notamment au premier point, à la définition donc, de la situation complexe. Voilà, merci beaucoup, formateur. Donc là, vous pouvez dérouler. Donc là, comme je l'ai annoncé tantôt dans la présentation du plan, donc la première partie, c'est la définition de la situation complexe. C'est quoi une situation complexe? Autrement dit, exercice d'intégration. Parce que la bonne appellation, c'est une situation complexe. C'est vrai que communément, on parle d'exercice d'intégration, mais en révisant cette définition, vous comprendrez mieux. Donc la situation complexe ou d'intégration désigne un ensemble contextualisé d'informations à articuler en vue d'une tâche déterminée, résolue par les apprenants. Il s'agit de mobiliser de façon conjointe par l'élève un ensemble de savoirs, ici les contenus du cours, et de savoir-faire, compétences pratiques et techniques pour résoudre une tâche complexe. Donc, ce qu'il faut retenir, que dans la situation complexe, nous allons articuler. Donc là, comprenez par articuler le fait d'assembler des parties pour former un tout. Donc là, les éléments que nous allons assembler, ce sont des informations que nous allons tirer de plusieurs documents qu'on va mettre à notre disposition. Dans quel but? Dans le but de résoudre une tâche complexe, qui sera ici le problème qui nous sera soumis. Donc, pour résumer, que la situation complexe va nous permettre déjà ici d'utiliser plusieurs ressources sur lesquelles nous allons nous baser sur les informations qu'on a tirées dans le but de résoudre un problème complexe qui nous est donné. Maintenant, la deuxième partie, ça c'est la définition. La deuxième partie, ce sont les structurants, c'est-à-dire les différentes parties d'une situation complexe. Donc, pour comprendre la méthodologie de résolution de ce type d'exercice, il faudra nécessairement que les élèves puissent reconnaître les différentes parties de l'exercice. Et c'est ce que nous allons détailler, parce que chaque partie va jouer un rôle essentiel dans la méthodologie de résolution. Donc, on aura 4 parties dans une situation complexe. Donc, pour mieux comprendre la méthodologie de résolution des exercices de type situation complexe, il est crucial de maîtriser les différents éléments qui la composent. La situation complexe se divise en 4 parties distinctes. Donc, nous avons le contexte, le support, la fonction et la consigne. Le contexte, c'est quoi? Il décrit l'environnement dans lequel se réalise une activité, où se déroule un événement. Le contexte est une composante à part entière d'une situation, surtout dans la mesure où on veut rendre cette dernière significative et proche d'une situation réelle. Donc, de façon générale, il s'agit des premières phrases qui débutent ce type d'exercice. Donc, si on vous donne un exercice, la première partie qu'il faudra rechercher, c'est le contexte. Et comme je l'ai précisé ici, il s'agit pour la plupart des 2, voire 3 premières phrases qu'on retrouve au niveau de l'exercice. Et comme on l'a dit ici, ça décrit l'environnement dans lequel va se réaliser cette activité ou va se dérouler cet événement. De façon générale, c'est une situation qui se rapproche du vécu de l'élève. Et qui l'apprenant puisse se retrouver
dans la situation qu'on lui a proposée. Donc, le contexte est la première partie. Deuxième partie, nous avons le support. Le support correspond à l'ensemble des éléments matériels avec lesquels l'apprenant doit traiter la situation. Il s'agit ici des différents documents qui vont être mis à votre disposition et à partir desquels vous êtes censé tirer des informations. Donc, en nota bene, on vous dit, selon les cas, l'information peut être complète ou lacunaire, c'est-à-dire qui manque, pertinente ou parasite. Donc, comprenez par support tous les documents qui seront mis à votre disposition, que vous êtes censé exploiter pour tirer dans chaque document une information pertinente. Donc, comme on l'a dit au niveau du nota bene, que selon les documents, l'information peut être complète ou lacunaire et que vous serez obligé de compléter par vos connaissances. On reviendra sur ça au niveau de la consigne. Cette information peut être pertinente ou parasite. Maintenant, ce sera à vous de faire le distinguo pour voir ce que vous devez tirer des supports qu'on va mettre à votre disposition. Formateur, continuez. Maintenant, après le support, nous avons ce qu'on appelle la fonction. Voilà. Donc, ça, c'est la troisième partie. Donc, elle précise dans quel but la production est réalisée. Et la plupart, c'est une fonction sociale. Cette partie est très importante car elle traduit la finalité de la situation et est soumise à l'élève pour une résolution. Et donc, la plupart des élèves ne prennent pas le temps de repérer cette partie de la situation complète, notamment la fonction. Parce que c'est sur la fonction qu'on se base pour tirer l'information qu'on est censé tirer des documents. Et donc, la plupart des élèves qui font des hors-sujets ou bien qui analysent mal ou bien qui font de mauvaises déductions ne prennent pas le temps de cibler cette partie, notamment la fonction au niveau de la situation complexe. Donc, nota bene, les informations que les apprenants vont tirer des supports doivent être orientées vers cette fonction recherchée en rapport avec la consigne. J'y reviendrai quand je vous montrerai l'exemple de la situation complexe. Maintenant, la quatrième partie de la situation complexe, c'est la consigne. La consigne, ce sont les instructions de travail données à l'apprenant de façon explicite, c'est-à-dire quel est le type de production qui est attendu de lui. Donc, dans le cas des exercices d'intégration, une consigne unique est donnée. Là, vous l'avez remarqué sûrement, vous, apprenants qui rencontrez des exercices d'intégration, la plupart, on n'a qu'une seule consigne unique. Donc, qui est des fois placée en début de l'exercice ou bien en fin d'exercice. Bon, la position n'est pas importante. L'essentiel est que vous puissiez la situer, que vous sachiez que ça, c'est la consigne. Mais généralement, la plupart, c'est à la fin que la consigne elle est placée. Et donc, c'est une consigne, certes unique, mais elle est multitâche. Comprenez par multitâche, c'est qu'il y a plusieurs questions dans la consigne. Donc, c'est-à-dire la nécessité de réaliser plusieurs tâches préalables avant de répondre à la question finale. D'où d'ailleurs le caractère complexe de ces situations, car vous êtes obligé d'articuler un ensemble de ressources pour répondre à une question. Donc, la consigne est également une partie qu'il faudra repérer à temps. Maintenant, pour illustrer toutes ces parties que je viens de vous dire, je vais vous montrer un exemple de situation complexe. Sur cet exemple, je vais insister sur la position, on va repérer ensemble la position de chaque partie. Donc là, je vais lire la situation complexe. Donc ici, vous avez 4 couleurs. Donc là, vous avez une couleur verte. Nous avons ensuite une couleur rouge, bleue et enfin une couleur noire. Donc là, chaque couleur correspond à une partie. Donc l'exercice, je vais lire. On vous dit que la raréfaction du poisson est à l'origine de la fermeture d'une conserverie sénégalaise. Vous travaillez ton voisin, M. Ba, marié et père d'enfants mineurs. Cette perte d'emploi l'a rendu malade. Il est devenu anxieux et présente souvent des convulsions musculaires qui consistent en des contractions musculaires brusques et inopinées. Hospitalisé, M. Ba hésite à prendre son traitement à base de médicaments antidépresseurs, dont les benzodiazépines. Donc là, vous avez vu que là, on a mis la couleur verte. Donc vous conviendrez avec moi ici, c'est le contexte. Donc cette première partie, en vert, donc là, ça correspond au contexte. Maintenant, la phrase qui suit, on vous dit les documents 1 à 4 sont mis à ta disposition. Là, c'est en rouge.
Là, ça correspond au support. Donc ici, je ne les ai pas intégrés pour avoir un souci d'espace. Mais dans les conditions normales, vous, c'est un ensemble de documents, notamment de 1 à 4, que vous devriez voir. Mais le seul fait qu'on les signalé pour vous donner une idée de la partie dont il s'agit. Donc, les documents 1 à 4 sont mis à ta disposition. Donc, là, ça correspond à la partie support. Maintenant, pour comprendre les symptômes musculaires de la maladie et l'effet du traitement de ton voisin souffrant, afin de le rassurer et de l'aider à la prise par voie orale de ces comprimés. Là, c'est la fonction. Donc, à partir de pour comprendre jusqu'à la fin de la phase, ça correspond à la fonction, donc, au niveau de cette situation complexe. Donc, après la fonction, en noir, on vous dit, à partir de l'exploitation des documents et de l'utilisation de tes connaissances, explique aux malades l'apparition des symptômes musculaires dus à l'anxiété et leur traitement par les benzodiazépines pour le rassurer. Donc là, c'est la dernière partie et il s'agit de la consigne. Donc vous conviendrez avec moi que nous avons pu repérer au niveau de cette situation complexe toutes les parties qui la constituent. Au début, d'abord, nous avons le contexte en vert, ensuite le support en rouge, la fonction en bleu et enfin la consigne en noir. Et donc c'est ce travail-là préalable que vous devez faire. Ne pas trop vite aller en besogne. Prenez le temps de repérer, de disséquer votre situation complexe pour savoir quelle est la position de chaque partie. Donc, ça va nous amener au niveau de la partie suivante. Méthodologie. Si vous avez compris comment on repère les différentes parties d'une situation complexe, maintenant, nous allons passer à la méthodologie de résolution. Donc, pour résoudre un exercice d'intégration de manière efficace, il est recommandé à l'apprenant de, et là, je vous ai listé 5 étapes à franchir. Si vous les utiliser de façon optimale, vous pourrez résoudre, comme je l'ai dit, de façon efficace et efficiente, toutes les situations complexes qu'on va mettre à votre disposition pour résolution. Donc, la première étape, c'est de lire d'abord tout l'exercice afin d'identifier ces différentes parties. Donc, je vous ai dit que tantôt, la plupart des erreurs que commettent les élèves, c'est de se précipiter. Dès le premier document, ils tentent de tirer une conclusion générale. Alors que la situation complexe est un tout et que vous devez articuler l'ensemble des informations que vous allez tirer de tous les documents qui sont mis à votre disposition, et des fois même de vos connaissances. Et donc là, il ne faudra pas aller trop vite en besogne. Prenez le temps de lire tout l'exercice afin d'identifier ces différentes parties, c'est-à-dire les parties que j'ai listées tantôt. Deuxième étape, vous allez rédiger au brouillon la fonction et la consigne afin de les avoir à portée de main lors de l'exploitation des documents. Car ces deux parties-là vous aideront beaucoup dans la déduction, après l'analyse, dans le fait de tirer l'information pertinente. Cette information doit être en lien avec la fonction et la consigne. Et c'est pourquoi ces deux parties sont essentielles. Vous devez être en mesure de les cibler d'abord dans la situation et dans vos déductions, que de tirer une information qui soit en lien avec la fonction et la consigne. Donc, vous comprenez maintenant pourquoi il est important de repérer les différentes parties. Donc, la troisième partie, vous allez maintenant exploiter les supports de manière chronologique, en analysant d'abord chaque document, puis en tirant une conclusion partielle qui constitue l'information pertinente avec la fonction et la consigne. Je l'ai dit tantôt au niveau de la deuxième étape. Maintenant, troisième étape, après avoir bien sûr analysé et tiré la conclusion partielle, qui consiste seulement à tirer une information pertinente, vous allez maintenant relire l'exploitation de tous les documents pour vérifier la cohérence de vos idées. Donc, après avoir exploité tous les documents, prenez le soin de relire pour vérifier la cohérence des différentes idées, des différentes informations que vous avez tirées. Et enfin, maintenant, vous allez rédiger la réponse finale. Et cette réponse finale consiste à synthétiser les informations tirées des documents, c'est-à-dire les conclusions partielles, et en lien avec la consigne. Donc, c'est ça la synthèse. Ça va clôturer votre travail qui a démarré par l'exploitation, c'est-à-dire l'analyse et comment dirais-je, la conclusion partielle. Donc, la synthèse va correspondre à la réponse finale. Maintenant, les erreurs qu'il ne faudra pas commettre
on va y revenir d'ailleurs après ça, c'est que la plupart des élèves, allez-y, formateur, la plupart des élèves font un résumé de l'analyse pour en faire une synthèse de la situation complexe. C'est-à-dire qu'ils se basent sur leur analyse directement pour faire une synthèse. Alors que tantôt, si vous avez bien suivi, on vous a bien dit que la synthèse va s'appuyer sur les informations que vous avez tirées des différents documents. Donc, ce n'est pas une répétition de l'analyse. Donc, c'est plutôt une synthèse des informations que vous avez tirées des différents documents. Autre erreur, considérer que les documents ne sont pas liés. Là également, c'est une très grande erreur. Tous les documents qu'on vous a donnés ont un lien. Parce qu'on vous demande de les articuler. Donc, les articuler, les assembler pour former un tout. Donc, ces documents-là ont un lien. Autre erreur, c'est restituer le cours. Donc là, on ne vous demande pas de restituer un cours. Peut-être c'est au niveau de la maîtrise des connaissances qu'on pourrait peut-être rencontrer ces types de situations qu'un élève se permette voilà, de restituer une partie du cours. Mais dans la situation complexe, ici, vous allez vous appuyer des informations que vous avez tirées au niveau des documents que vous avez exploités. Dans certains cas, comme je vous l'ai dit, si les informations sont lacunaires, la consigne peut vous préciser en vous appuyant également sur vos connaissances. Là, c'est si la consigne vous le dit, vous avez la large latitude donc d'apporter quelques connaissances de votre cours, mais pas de façon restituée, que ça soit en lien avec la consigne, mais également avec la fonction. Mais ce n'est pas restituer totalement le cours tel que le prof vous l'a donné en classe. Là, c'est une erreur qu'il faudra éviter. Problème de communication lié à des difficultés de français. Là également, c'est un grand problème. Parce qu'en SVT, notre langue d'exploitation, c'est le français. Malheureusement, si ce que vous produisez comme réponse, à la limite, ça ne peut pas être déchiffré par le prof qui doit vous corriger. Donc, ça déjà, c'est un blocage. Donc, prenez le temps d'utiliser un français simple, voilà, sujet, verbe, complément, mais l'essentiel est quand même que l'on puisse vous comprendre et que vous fassiez moins de fautes. Donc, la conclusion partielle, la plupart est une répétition de l'analyse. Je l'ai dit tantôt. La plupart des synthèses que nous lisons, on constate que l'élève ne fait qu'une compilation de toutes ces analyses au niveau de ces différents documents. Autre erreur, c'est-à-dire que vous faites une synthèse qui est en marge, qui est totalement aux antipodes de la consigne qu'on vous a donnée. Là également, c'est une erreur. La synthèse que vous faites doit étroitement être liée à la consigne qu'on vous a donnée. Donc, dans certains cas également, on rencontre des élèves qui donnent des conclusions où les conclusions partielles ne sont pas présentes, elles sont absentes. Donc là, ça veut dire que vous avez mal exploité le document. Comprenez par exploitation, vous faites d'abord une analyse, ensuite cette analyse, elle est clôturée par une conclusion partielle. Dans la conclusion partielle, vous êtes censé tirer une information. Et je l'ai dit également, une synthèse qui ne correspond pas à la consigne. Donc, voici les différentes erreurs que j'ai pu lister, récurrentes, que les élèves font et qu'il faudra vraiment éviter dans la résolution de ce type d'exercice. Donc, je vais redonner la parole à formateur Sam pour voir si on va embrayer sur l'exercice corrigé ou bien nous allons ouvrir la parole pour donner le temps aux élèves qui auraient posé des questions s'il y a des incompréhensions. Voilà. Voilà, merci beaucoup, formateur Sabali, pour cette excellente présentation. Vous venez de nous faire donc sur la méthodologie de résolution des situations complexes. Je pense que maintenant, c'est assez clair pour tous les élèves, notamment sur les différents structurants donc de la situation complexe, avec notamment donc, le contexte jusqu'au niveau donc, de la consigne. Maintenant, je pense qu'on va d'abord faire un exercice d'application et donc maintenant permettre aux élèves, on va recueillir les questions au fur et à mesure. S'il y a des questions, donc on va les recueillir et les poser le cas échéant. Donc, sans plus tarder, on va donc essayer donc de passer donc à une méthode à une résolution d'un exercice d'application. Voilà, donc je m'en vais télécharger ça et je vais faire la présentation. Me donner un instant. D'accord.
que vous voyez mon écran? Oui, oui, votre écran est visible, on le voit. Voilà. Donc, vous voyez l'exercice, hein? Non, pour le moment, l'exercice n'apparaît pas. Donc, je vais arrêter le partage et repartager. D'accord. Un instant, c'est la connexion. D'accord, ça marche. Cher, je peux partager pour vous, comme ça C'est vous y bon? allez directement. C'est Ah bon, je oui, pense que c'est bon, hein? oui, oui, j'ai commencé à C'est bon. partager. Ah, c'est vous qui partagez actuellement. Ah, d'accord, c'est bon. D'accord, allez. Oui. Voilà. Mhm. Voilà, donc, formateur. Oui, Voilà, je pense que vous voyez l'écran de Maïmouna, hein? si, c'est bon. C'est bon. Voilà, donc, on peut y aller. Voilà. Donc, comme je l'ai annoncé tantôt, nous allons essayer de voir ensemble un exercice d'intégration, autrement dit une situation complexe, et nous allons présenter ensuite le corriger. Donc là, la première étape, si vous vous rappelez, je vous avais demandé que nous allons lire toutes les preuves. Donc si Sambo, c'est vous qui partagez ou c'est madame? Comme ça, on va lire toutes les preuves d'abord, ensuite avant de... C'est Maïmouna qui est en train de Ok. partager. Donc je vais lire, comme ça vous allez passer au fur et à mesure. Donc là, la première partie, on vous dit que l'atropine est un alcaloïde tropanique présent dans diverses plantes de la famille des solanacées, comme la tomate. Les ophtalmologues utilisent des médicaments comme l'atropine pour permettre l'examen de l'œil. On cherche à comprendre son mode d'action au niveau de l'œil. Et là, on te fournit les documents suivants. Vous passez. Voilà, donc là, vous avez le premier document. On vous dit document 1A, variation du diamètre de la pupille. Donc là, vous avez en lumière forte, ici c'est à l'obscurité. Et vous passez. Donc le document 1B, c'est le fonctionnement des synapses neuromusculaires à la lumière forte et à l'obscurité. Là, on vous dit au niveau de l'iris, les fibres musculaires forment des synapses cholinergiques excitatrices avec des extrémités de neurones moteurs. La figure suivante montre le fonctionnement de ces synapses neuromusculaires à la lumière forte et à l'obscurité. Et donc là, vous avez les deux schémas. Donc là, vous avez une synapse en présence d'une forte lumière et à côté, vous avez une synapse dans des conditions d'obscurité. Oui, continuez. Est-ce qu'on peut laisser un peu de temps aux élèves pour bien regarder le sujet? D'accord. Bon, oui. Mhm. De toutes les façons, je vais revenir sur chaque partie-là. Je vais lire, faire une lecture d'abord transversale pour D'accord. Mhm. ensuite revenir sur chaque document pour essayer de le commenter. Mhm. Donc là, le document 2, nous avons l'amplitude de la contraction du muscle de l'iris en présence ou en absence d'atropine, en fonction de la concentration d'acétylcholine dans la fente synaptique. Donc là, vous avez l'amplitude de la contraction, excusez-moi, en pourcentage, en fonction de la concentration d'acétylcholine, en microgrammes par millilitre. Oui. Continuez. Voilà. Maintenant, le document 3, c'est l'état de la pupille. On a un document 3A et 3B. Donc, fonctionnement de la synapse neuromusculaire 3B en lumière forte
après application d'une goutte d'atropine dans l'œil d'un individu. Donc là, le document 3A, vous avez ici donc l'œil avec l'iris de la pupille, donc avec une lumière forte plus atropine. Et au niveau du document 3B, vous avez voilà, une synapse neuromusculaire en forte lumière après application de goutte d'atropine dans l'œil d'un individu. Vous continuez, madame. Voilà, maintenant la consigne, on vous demande d'exploiter les informations tirées de ces documents pour expliquer le mode d'action de l'atropine au niveau de l'œil. Maintenant, nous allons retourner au niveau de la première partie, au début de l'exercice. Nous avons dit que la première étape dans la résolution d'une situation complexe est d'abord de lire tout l'exercice. C'est ce qu'on vient de faire. Donc, la deuxième étape, c'est de rédiger au brouillon la fonction et la consigne, afin de les avoir à portée de main lors de l'exploitation des documents. Donc ici, nous, avant d'arriver à la fonction et à la consigne, nous allons d'abord repérer le contexte. Donc là, le contexte commence au niveau 2 de la phrase. L'atropine est un alcaloïde propanique présent dans diverses plantes de la famille des solanacées, comme la tomate. Les ophtalmologues l'utilisent des médicaments comme l'atropine pour permettre l'examen de l'œil. Donc là, à partir de cette partie, nous avons le contexte. Donc, l'atropine est un alcaloïde jusqu'à l'examen de l'œil. Là, ça correspond au contexte. Maintenant, on cherche à comprendre son mode d'action au niveau de l'œil. Là, c'est la fonction. C'est le but de cette situation. Donc, au terme de la résolution de cet exercice, nous sommes censés répondre à cette fonction, c'est-à-dire de comprendre le mode d'action de l'atropine au niveau de l'œil. Donc, ça, c'est la fonction. On cherche à comprendre son mode d'action au niveau de l'œil. Alors, la partie qui est censée suivre, c'est le support. Là, on te dit, on te fournit les documents suivants. Oui, madame, allez-y. Voilà, le premier document est là. Ça, c'est le document 1A. Donc, tous les autres documents qui vont suivre vont correspondre au support, qui est la troisième partie de la situation complexe. Et après le support, vous avez enfin là les informations tirées de ces documents pour expliquer le mode d'action de l'atropine au niveau de l'œil. Donc là, dans l'exploitation, nous allons commencer déjà par le document 1. Donc là, si vous regardez bien, l'augmentation du diamètre de la pupille. Dans l'exploitation, vous devez écrire d'abord le nom du document. Par exemple, là, on a mis document 1A, variation du diamètre de la pupille. Donc, vous aussi, dans votre copie, la première des choses à faire, c'est d'écrire le nom du document. Donc, document 1A, on va le voir déjà dans le corrigé, 2 points, variation du diamètre de la pupille. Et là, vous conviendrez avec moi. Vous avez vu qu'on est de relâchement. Non, vous retenez, madame, au niveau du schéma précédent, s'il vous plaît. Voilà. Je disais tantôt ici, si vous regardez bien, au niveau de la première partie, lumière forte, un rétrécissement du diamètre de la pupille. Et là, on a eu que le diamètre est égal à 2 mm. De quoi? En bas, regardez, on a une contraction du muscle. C'est quel muscle? Du muscle de... Au niveau du deuxième schéma qui se trouve à droite, sur le même document, là, on constate quoi? À l'obscurité, on observe une dilatation de la pupille. Là, on est à 7 mm. Donc, du fait de quoi, en bas, on a mis muscle de relâchement. Et du relâchement du muscle de l'iris. Donc, ça, c'est dans la limite. Maintenant, quelle est l'information que nous sommes censés tirer? Une information pertinente. Dans la l'intensité de la lumière. C'est ça l'information qu'on a tirée de l'exploitation de ce document. Donc, le muscle est sensible et donc sensible à la lumière. À une lumière forte,
le diamètre diminue. Quand la lumière est faible, à l'obscurité, on voit que le diamètre augmente. Donc, vous conviendrez avec moi ici que le muscle de l'iris est sensible à la variation de l'intensité de la lumière. Donc, on a analysé, on a tiré une conclusion partielle. C'est comme ça que nous allons faire pour tous les documents. Madame, allez-y. Deuxième document, merci. Donc, pour le deuxième document, vous regardez là également dans votre copie, vous mettez document 1B, 2 points, fonctionnement des synapses neuromusculaires à la lumière forte et à l'obscurité. Donc, si vous regardez bien, à gauche, on vous a mis le schéma d'une synapse neuromusculaire. Donc, vous avez un récepteur postsynaptique et nous avons un bouton terminal. Donc, si vous faites l'analyse ici, vous verrez que, donc, à la lumière forte, de neurotransmetteurs. Si vous regardez bien, le nombre de points noirs est plus important à gauche, c'est-à-dire à la lumière forte, qu'à droite, c'est-à-dire à l'obscurité où on a un faible nombre de points. Donc là, lumière forte, là, le neurotransmetteur est l'acétylcholine, dans la fente synaptique de la synapse neuromusculaire. Alors qu'à l'obscurité, on observe faible sécrétion de neurotransmetteurs. Maintenant, l'information qu'on va tirer ici, ce que je viens de dire ici, c'est l'analyse, et que la lumière influence la quantité de Monsieur Sabali, parfois vous êtes un peu loin de votre micro. On ne vous entend pas. Ah bon? Oui, là c'est mieux. De temps en temps, c'est comme si vous vous éloignez du micro, du coup on n'entend pas. D'accord, d'accord. Merci de la précision. Ça. Je vous Voilà, en donc prie. je reprends alors. Le document 1B, je disais tantôt, quand vous mettez au niveau de votre copie, document 1B, 2 points, fonctionnement des synapses neuromusculaires à la lumière forte et à l'obscurité. Donc là, vous allez constater au niveau du schéma, en bas, au niveau de la figure, on a mis lumière forte, obscurité. Donc au niveau de la lumière forte, vous allez constater qu'on observe une importante sécrétion de neurotransmetteurs, c'est-à-dire acétylcholine, dans la fente synaptique de la synapse neuromusculaire. Alors qu'à l'obscurité, on observe une faible sécrétion de neurotransmetteurs. D'accord? Il y a bien une sécrétion, mais elle est moins importante par rapport à la lumière forte. Donc ça, c'est l'analyse. Maintenant, pour la conclusion partielle, c'est-à-dire l'information qu'on va tirer, nous allons dire que la lumière influence la quantité de neurotransmetteurs donc sécrétés au niveau des synapses neuromusculaires des fibres musculaires de l'iris. Donc là, c'est l'information qu'on va tirer. De toutes les façons, je reviendrai en bas au niveau du corrigé. Je vais lire tout ça et sûrement, on va vous partager cette synthèse, ce corrigé. Mais que vous compreniez quand même la méthodologie. Analyse, ensuite une conclusion partielle. Dans la conclusion partielle, on tire l'information pertinente que nous sommes censés prendre de ce document. Oui, madame, vous continuez. Slide suivant. Très bien. Document 2, amplitude de la contraction du muscle de l'iris en présence ou en absence d'atropine, en fonction de la concentration d'acétylcholine dans la fente synaptique. Donc là, vous avez l'amplitude de la concentration en pourcentage en fonction de la concentration d'acétylcholine en microgrammes par millilitre. Donc là aussi, on va analyser, on va faire la même chose. Là, on constate donc au début, ici, si vous regardez bien, pour la concentration 0,16 microgrammes par millilitre, que la présence d'atropine diminue l'amplitude, donc la présence, je dirais, la présence d'atropine diminue l'amplitude des contractions des muscles de l'iris. Si vous regardez bien, la bande en noir, c'est quand il n'y a pas d'atropine. La bande en blanc, très bien, voilà, l'autre bande maintenant en blanc, ça c'est quand il y a atropine. Donc vous conviendrez avec moi que quand il y a atropine, il y a ici une diminution de l'amplitude de la contraction. Vous suivez? Et plus la concentration augmente, et plus, donc, c'est-à-dire c'est proportionnel. Ces amplitudes donc, sont proportionnelles à une augmentation de la quantité d'acétylcholine. Donc, plus la quantité augmente, donc plus l'amplitude de la contraction augmente. Mais le fait saillant quand même qu'il faut retenir est que l'atropine diminue donc l'amplitude des contractions, excusez-moi, du muscle de l'iris. Donc là, l'information que nous allons tirer, que en fonction de ce qu'on vient d'analyser,
on va tirer comme information que l'atropine exerce une action inhibitrice sur l'action de l'acétylcholine. Donc, chaque fois qu'il y a atropine, on voit qu'il y a une diminution de l'amplitude des contractions. Donc là, on dira que l'atropine joue un rôle freinateur. C'est-à-dire, c'est comme si ça inhibait, et nous allons d'ailleurs le confirmer dans l'expérience suivante. Donc, l'atropine va inhiber l'action de l'acétylcholine. Donc, c'est cette information qu'on va tirer au niveau de ce document. Document suivant maintenant, document 3. Voilà. Donc là, le document 3, vous avez l'état de la pupille hein, au niveau du 3A et fonctionnement de la synapse neuromusculaire 3B en forte lumière après application d'une goutte d'atropine dans l'œil d'un individu. Donc, si nous mettons de l'atropine au niveau de l'œil en lumière forte, là, on constate ici qu'il y a quoi? Qu'il y a une dilatation de la pupille. Contrairement à ce que nous avions dit au début. Au début, nous avions dit qu'à la lumière, elle est forte. Donc là, la pupille se contracte, c'est-à-dire le diamètre diminué. Par contre, ici, on a une lumière forte. Pourtant, en présence d'atropine, on a une dilatation de la pupille. Qu'est-ce qu'on va tirer comme information? Avant d'arriver à l'information, on va passer d'abord au niveau du document 3B. On constate ici qu'avec l'atropine, la pupille se dilate en présence d'une lumière forte. De même que les récepteurs postsynaptiques sont sans neurotransmetteurs. Donc, si vous regardez au niveau du document 3B, on vous dit ici qu'au niveau de la synapse, les récepteurs postsynaptiques sont sans neurotransmetteurs. Donc là, ça signifie quelque chose. Et là, si vous regardez bien, on a l'impression que au niveau, l'atropine empêche l'acétylcholine de se fixer au niveau des récepteurs spécifiques. Donc, c'est comme si ça bloquait. D'accord? Donc là, on constate, je reprends, qu'avec l'atropine, la pupille se dilate en présence d'une lumière forte. De même, au niveau du document 3B, les récepteurs postsynaptiques sont sans neurotransmetteurs. Donc, l'information qu'on va tirer de ce document est que l'atropine semble masquer les récepteurs postsynaptiques, empêchant ainsi l'acétylcholine de se fixer. Donc, c'est l'information qu'on va tirer de ce document. Donc, il y a bien de l'acétylcholine qui est produite, mais quand même, l'atropine empêche cette dernière, ce neurotransmetteur, excusez-moi, ce dernier, au niveau des récepteurs postsynaptiques. Et donc, du coup, en ne se fixant pas sur ces récepteurs neurosynaptiques, il n'y aura pas de réponse au niveau de la cellule postsynaptique. C'est ce qui peut expliquer peut-être voilà, la dilatation de la pupille, c'est-à-dire le relâchement du muscle de l'iris. Donc là, nous venons de finir l'exploitation de tous les documents. Et vous verrez qu'à chaque fois, on analyse. Ensuite, après l'analyse, nous tirons une conclusion partielle. Et dans la conclusion partielle, nous avons une information pertinente. Maintenant, on va aller au niveau du corrigé, madame, pour faire la synthèse. Là, maintenant, au niveau de la consigne, avant de passer, revenez au niveau de la consigne, s'il vous plaît. Merci. Donc là, on vous dit exploite les informations tirées de ces documents, c'est ce que vous venez de faire, pour expliquer le mode d'action de l'atropine au niveau de l'œil. Donc là, pour résumer, on a tiré 4 informations de l'exploitation de ces documents. La première information que nous avions tirée, si vous vous rappelez bien, au niveau du document 1, nous avions dit que le muscle de l'iris est donc sensible à la variation de l'intensité de la lumière. Ça, c'était la première information. La deuxième information, nous avions dit que la lumière influence la quantité de neurotransmetteurs sécrétés au niveau des synapses neuromusculaires, des fibres musculaires de l'iris. La troisième information, on avait dit que l'atropine exerce une action inhibitrice sur l'action de l'acétylcholine. Et enfin, la quatrième information, l'atropine semble masquer les récepteurs postsynaptiques, empêchant ainsi l'acétylcholine de se fixer. Donc maintenant, c'est la synthèse de toutes ces informations que vous allez faire pour avoir la synthèse finale. Et donc, vous, dans votre copie, après avoir analysé le tout et tiré les informations, vous allez mettre synthèse, 2 points, et vous allez résumer l'ensemble de ces informations de façon
de façon cohérente. Donc, ça va constituer votre synthèse. Et maintenant, en l'orientant vers la réponse à la consigne qu'on vous a donnée. C'est-à-dire en expliquant le mode d'action de l'atropine. Voilà, on va passer au corrigé, madame, maintenant. Voilà, donc là, le document A, vous voyez, on a mis document 1A. Là, c'est le corrigé, je précise. On a mis document 1A, variation du diamètre de la pupille. Et comme je l'ai dit tantôt, à la lumière forte, on observe un rétrécissement du diamètre de la pupille, 2 mm, du fait d'une contraction du muscle de l'iris. Alors qu'à l'obscurité, on observe une dilatation de la pupille, c'est-à-dire 7 mm, du fait du relâchement du muscle. Conclusion partielle, le muscle est donc sensible à la variation de l'intensité de la lumière. Document 1B, fonctionnement des synapses neuromusculaires à la forte lumière et à l'obscurité. Donc, à la lumière forte, on observe une importante sécrétion de neurotransmetteurs, l'acétylcholine, dans la fente synaptique de la synapse neuromusculaire, alors qu'à l'obscurité, on observe une faible sécrétion de neurotransmetteurs acétylcholine. Là, l'information qu'on a tirée, la lumière influence la quantité de neurotransmetteurs sécrétés au niveau des synapses neuromusculaires, des fibres musculaires de l'iris. On passe maintenant. Madame, allez-y. Merci. Donc, document 2, amplitude de la contraction des muscles de l'iris en présence et en absence d'atropine en fonction de la concentration d'acétylcholine dans la fente synaptique. Là, on va analyser, on constate au début, à 0,16 microgrammes par millilitre, que la présence d'atropine diminue l'amplitude des contractions des muscles de l'iris. Ces amplitudes sont proportionnelles à une augmentation de la quantité d'acétylcholine. On l'a dit tantôt. L'information ici, conclusion partielle, l'atropine exerce une action inhibitrice sur l'action, c'est-à-dire sur celle, on peut améliorer sur celle de l'acétylcholine. Maintenant, le document 3, état de la pupille 3A et fonctionnement de la synapse neuromusculaire 3B en lumière forte après application d'une goutte d'atropine dans l'œil d'un individu. Analyse, on constate qu'avec l'atropine, la pupille se dilate, même en présence d'une lumière forte. De même, les récepteurs postsynaptiques sont sans neurotransmetteurs. Donc là, l'information, l'atropine semble masquer les récepteurs postsynaptiques, empêchant ainsi à l'acétylcholine de se fixer. Donc là, on a fini l'exploitation. Maintenant, nous allons passer à la synthèse. Diapositive suivante. Voilà, maintenant la synthèse. Donc là, on peut conclure que l'atropine agit en tant qu'antagoniste en contrecarrant l'action de l'acétylcholine. En effet, elle inhibe l'interaction de cette dernière avec les récepteurs postsynaptiques spécifiques en les masquant, prévenant ainsi la contraction du muscle de l'iris. Par conséquent, le muscle se détend, induisant la dilatation de la pupille. En bloquant efficacement l'influence de l'acétylcholine sur ces récepteurs, l'atropine modifie la réponse physiologique attendue, soulignant ainsi son rôle crucial dans la dilatation pupillaire, facilitant le travail des ophtalmologues dans l'examen de l'œil. Donc, si vous regardez bien, donc notre synthèse n'est qu'une compilation cohérente de toutes les informations que nous avons tirées de l'analyse de nos différents documents, en terminant ici par une phrase qui revient au contexte. Donc, voici, chers apprenants, la méthode que je vous propose pour résoudre de façon efficace, comme je vous l'ai dit, et efficiente, toutes les situations complexes qu'on vous donnera. Je vais rappeler que d'abord, il faudra lire la situation de fond en comble, ne pas aller trop vite en besogne. Après avoir lu, comment dirais-je, la situation, vous rédigez au brouillon la fonction et la consigne, afin de les avoir à portée. Exploiter les documents de manière chronologique en analysant d'abord chaque document, puis en tirant une conclusion partielle qui constitue l'information pertinente en lien avec la fonction et la consigne. Enfin, relire l'exploitation de tous les documents pour vérifier la cohérence des idées. Enfin, rédiger la réponse finale en synthétisant les informations tirées des documents.
c'est-à-dire les conclusions partielles et en lien avec la consigne. Donc, voici, chers panélistes, ce que j'avais proposé de vous partager dans cette séance. Je vous remercie. Formidable, formateur Sabali, formidable, vraiment. Je pense que c'est assez clair dans la tête donc, des élèves. Donc, nos chaleureuses félicitations, mais aussi nos vifs remerciements à M. Sabali pour vraiment l'excellente présentation qu'il vient de nous faire sur la méthodologie de résolution de la situation complexe qu'on appelle communément exercice d'intégration. Vraiment, nous espérons que les élèves ont trouvé à travers cette présentation une grande satisfaction. Et cette présentation de la méthodologie vous permettra donc de réussir l'épreuve d'intégration donc au bac. Dans tous les cas, nous vous souhaitons donc un total succès, particulièrement donc à l'épreuve de SVT et plus généralement à l'examen du bac. Donc, nous réitérons encore nos vifs remerciements et nos sincères félicitations à M. Sabali pour la brillante présentation qu'il vient de nous faire. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci. Alors, nous avons des participants. Nous leur demandons s'ils le souhaitent. S'ils veulent prendre la parole, ils peuvent lever la main. Comme ça, on leur laisse la parole pour qu'ils posent leurs questions au professeur. Voilà, il y a une main levée de Cherlo. Alors, Cherlo, vous pouvez désactiver votre micro et poser votre question en vous présentant d'abord, si vous êtes élève ou enseignant, et de quelle école? Bonsoir, chers collègues. Alors, vous m'entendez? C'est vous qui gérez, hein? Oui, on vous écoute, M. Lo. Vous êtes collègue, hein? Vous m'entendez? Hein? Oui, c'est M. Lo, ancien formateur au CRFP de Thiès. Enchanté, enchanté. Actuel élève inspecteur. Enchanté, c'est un plaisir. Je viens de voir l'information, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt la présentation du formateur Sabali. Oui. Et je ne peux que vous féliciter pour cette initiative qui ne peut qu'être bénéfique pour les apprenants, mais aussi c'est l'occasion d'échanger entre professeurs, parce que nous voyons qu'au niveau du bac, l'exercice d'intégration non seulement pose problème aux élèves, mais parfois au niveau de la correction. Si les professeurs ne sont pas très informés par rapport à ça, peuvent porter préjudice aux élèves. Donc, cette situation, cette occasion est essentielle parce que ça permet non seulement aux élèves de se familiariser à cet exercice qu'on appelle l'exercice d'intégration, mais aussi ça aiderait les professeurs aussi à discuter et à trouver aussi un accord lors d'une concertation et éventuellement pour ne pas sanctionner négativement nos élèves, parfois ça pose problème réellement. Encore une fois, je vous remercie de l'initiative que vous avez prise pour faire cette présentation. Merci. Merci beaucoup, M. Do. C'est un plaisir de vous avoir. Et un éminent prof comme vous, formateur et inspecteur, bon, ça nous revigore donc. Vraiment, encore merci pour la contribution. C'est moi qui vous remercie. Alors, s'il y a des élèves également qui veulent intervenir, ils peuvent soit lever la main comme M. Lo, prendre la parole pour s'exprimer, ou bien simplement réagir à travers le chat, donc en posant une question écrite. Merci beaucoup, M. Lo, pour vos encouragements à l'association, aux professeurs de SVT, vos collègues, mais également à l'association Synergie pour l'éducation numérique et aux médias. Merci. Maïmouna, apparemment, il n'y a pas de questions. Peut-être c'est assez clair dans la tête
des panélistes, des participants? Oui, apparemment, les élèves, ça veut dire que les élèves ont bien compris, ça veut dire que vous avez très bien présenté, je suppose. Alors oui, Emma, vous avez une question? Je peux vous donner la parole pour que vous posiez directement votre question ou bien vous pouvez l'écrire sur le chat. Emma, vous avez une question? Bonsoir, cher professeur. Bonsoir. Merci de vous présenter, de quelle école vous venez. Et je m'appelle Moustapha Diallo, je suis élève au nouveau lycée de Sali. Élève au nouveau lycée de Sali. Oui, vous êtes la bienvenue. Donc, j'ai une Vous êtes la question. bienvenue. Mhm. Oui, en fait, je suis rentré un peu tard, donc je ne sais pas si vous êtes, si vous avez fait la génétique. J'ai une question à propos de l'hérédité. Je Excusez, hein. pense que ça a déjà été traité, mais dans une autre Tout à fait. synthèse. Oui, tout à fait, ça a été traité. On a fait 2 séances de synthèse sur la génétique. L'une portée sur les lois statistiques de l'hérédité, l'autre sur l'hérédité humaine. Ah, d'accord. Donc, je Donc, pense que je vous invite, si possible, je vous invite à aller visionner donc l'enregistrement. d'accord. Voilà. D'accord, merci Je dis, on beaucoup. parle spécifiquement donc de la situation complexe. Si vous avez des questions sur la situation complexe. Merci beaucoup. D'accord, merci. D'autres Bon, questions? non, Il y je en ne a pas? pense pas qu'il y ait d'autres questions, mais je vais juste inviter tous les élèves à visiter notre site, notre page YouTube et notre page Facebook, dans laquelle page Facebook vous avez comment dirais-je encore, vous avez les vidéos de toutes les synthèses, mais vous avez également, vous pouvez retrouver toutes les vidéos, mais en même temps, vous pourrez y prendre le lien de notre site web. Aïssatou, si tu peux également partager le lien sur le chat, comme ça les élèves pourront le voir. Et comme ça, vous aurez la possibilité de voir les synthèses que nous avons faites en histoire et géographie, en mathématiques, en PC, en SVT, en français, en philosophie, et que nous allons continuer à dérouler. Donc, il faudra vous abonner à notre chaîne YouTube, vous abonner à notre page Facebook pour pouvoir avoir à temps réel toutes les synthèses que nous avons prévues. Donc, Aïssatou, à toi et Cher de clôturer. Maintenant, si tu as maintenant les liens, tu peux les mettre, parce que là, je suis en train de chercher. Je n'avais pas prévu. Cher, tu as un Oui. dernier mot? Ah bon, sinon, remercier donc très chaleureusement le formateur Sabali pour la présentation qu'il vient de nous faire, mais également remercier également tous les collègues présents, mais aussi tous les élèves. Donc, nous espérons véritablement que cette présentation